Bonjour à tous, bonjour Fleur Pellerin. Bonjour. Les Journées du patrimoine commencent demain, c'est chaque année un succès formidable. Comment est-ce que vous expliquez cet engouement des Français pour leur patrimoine? Je crois que c'est très simple. Il y a une dimension affective très forte dans la relation que nous entretenons avec à la fois nos vieilles pierres et puis cette année, je l'espère, nos pierres plus nouvelles. Je crois que les Français sont extrêmement attachés à leur histoire, à ces lieux de mémoire, comme le disait Pierre Nora, qui sont des lieux qui nous rappellent l'histoire de notre pays, qui nous rappellent aussi sa grandeur, sa beauté. Voilà, donc c'est vrai, un Français sur 5 chaque année se rend dans les Journées du patrimoine. Il y aura plus de 17 000 lieux qui seront ouverts demain et je suis sûre que beaucoup iront encore en famille, avec leurs enfants, visiter ces hauts lieux du patrimoine et les nouveaux qui les accueilleront aussi cette année. Est-ce que c'est un phénomène français ou est-ce que ça se retrouve partout? Non, c'est vrai que l'idée est née de France, mais maintenant elle s'est étendue à toute l'Europe. On appelle ça les Journées européennes du patrimoine. Donc c'est vrai qu'il y a désormais beaucoup de lieux qui ouvrent leurs portes ce week-end partout en Europe. Je crois qu'il y a un attachement qui est très fort au patrimoine. Mais c'est vrai qu'en France, nous avons ce lien particulier parce que nous sommes un grand pays de patrimoine, comme l'est bien sûr aussi l'Italie ou comme le sont d'autres pays européens. Mais je crois que nous avons évidemment un patrimoine particulièrement riche. Et regardez le succès des émissions sur le village préféré des Français, sur le monument préféré des Français. On voit bien qu'il y a un attachement très populaire qui transcende les époques à ce patrimoine et j'en suis vraiment ravie parce que c'est une très belle opération, une très belle journée. Cette année, il y a un thème particulier? Cette année, il y a un thème particulier parce que j'ai voulu opérer une forme de synthèse en fait entre le patrimoine d'aujourd'hui et le patrimoine d'hier. Donc le patrimoine d'hier, nos châteaux, nos monuments qui sont des icônes aujourd'hui, et puis ceux qui sont nés de la création contemporaine, l'architecture contemporaine. J'ai souhaité mettre en lumière l'apport de l'architecture dans notre quotidien, avec des bâtiments devant lesquels on passe parfois chaque jour sans trop s'interroger sur qui les a construits, la raison pour laquelle ils présentent telle ou telle caractéristique. Et j'ai souhaité que les Français puissent s'approprier, être sensibilisés à l'apport de l'architecture contemporaine dans leur environnement. Donc le thème cette année, c'est l'architecture du XXIe siècle, le patrimoine du XXIe siècle, une histoire d'avenir, pour bien montrer que la création d'aujourd'hui, c'est le patrimoine que nous léguerons demain à nos enfants. Donc il y aura de nouveaux lieux qui seront ouverts? Donc de nouveaux lieux un peu insolites, comme par exemple ce parking de bus de la RATP qui est le fruit d'une très belle rénovation, je crois, dont la RATP est extrêmement fière. Il y aura l'Institut national du patrimoine, qui est une de mes écoles d'enseignement supérieur, qui est dans une ancienne fabrique d'allumettes à Aubervilliers. Voilà des lieux un peu nouveaux, un peu inédits. Et j'espère que beaucoup de Français se rendront dans ces lieux. Ils seront présentés souvent par des médiateurs ou des architectes qui expliqueront le geste architectural qui a présidé à leur construction. Je crois que ce sera très intéressant pour toutes les familles qui voudront s'y rendre cette année. Quand on parle de patrimoine, on pense évidemment au patrimoine mondial, notamment à celui qui est en danger, par exemple en Syrie. Est-ce que là, il y a des choses qui peuvent être entreprises pour sauver, préserver ce patrimoine? Écoutez, oui, absolument. Vous m'en parlez alors que je sors tout juste de 18 heures d'examen en commission de la loi que je présenterai au Parlement avant la fin du mois. Et dans cette loi sur la liberté de création, l'architecture et le patrimoine, j'ai souhaité pour ma part introduire un certain nombre de dispositions qui peuvent contribuer justement à préserver ce patrimoine. En particulier, faire en sorte que la France, comme l'est la Suisse déjà aujourd'hui en vertu de sa loi, puisse être un refuge pour les biens culturels menacés dans des zones de guerre ou dans des zones victimes de catastrophes naturelles, par exemple, que la France puisse officiellement accueillir ces trésors sur son territoire, les protéger pour le pays en guerre ou en danger et les restituer lorsque la situation s'est pacifiée ou est revenue à la normale. Donc j'introduis cette disposition dans la loi française. J'en suis extrêmement fière et d'ailleurs les députés de la Commission l'ont adopté à l'unanimité. Je crois que c'est un très beau signal. Et puis il y a d'autres choses qu'on peut faire évidemment en dehors de la loi. Par exemple, cette initiative que j'ai lancée pour mobiliser la communauté scientifique, mais aussi les start-up de la French Tech autour de la numérisation du patrimoine, parce que ce qui est irrémédiablement détruit aujourd'hui par les terroristes et les djihadistes à Palmyre, mais aussi à Alep, mais aussi en Irak, à Mossoul, ou encore au Mali, à Tombouctou, par exemple, ce sont des sites que les archéologues, les architectes, les scientifiques et les ingénieurs peuvent ensemble contribuer à remodéliser en 3 dimensions pour qu'un jour, les gens puissent à nouveau s'y promener avec des dispositifs technologiques qui leur donneront le sentiment qu'ils visitent le patrimoine. Le patrimoine français, c'est aussi la chanson française. Les radios commerciales voudraient supprimer le quota de chansons françaises diffusées. Aujourd'hui, je crois que c'est 40%. Est-ce que vous allez leur donner raison ?
Écoutez, moi je suis très attachée à la diversité de la proposition culturelle qui est faite par les radios, mais aussi à la télévision ou au cinéma. Je crois que la France s'est toujours distinguée par cette promotion de la diversité culturelle, le fait qu'on puisse aussi proposer aux Français aussi bien d'aimer des choses très populaires et à grand succès et très grand public, mais aussi des choses qui sont très pointues, qui sont des œuvres d'auteur. Donc moi je suis très attachée à cela et je pense que sans ces dispositions-là, eh bien, il y aura une sorte d'uniformisation du goût, une sorte d'uniformisation des œuvres qui seraient proposées. Je crois que les Français ne veulent pas de cela. Donc il y a aujourd'hui une réglementation qui est en place sur ces quotas à la radio. Eh bien, moi je souhaite qu'ils puissent être respectés. C'est vrai que les députés, dans le cadre de la loi dont je parlais tout à l'heure, ont souhaité pouvoir renforcer ces obligations de promouvoir la diversité et faire en sorte qu'on n'écoute pas toujours les 10 mêmes titres à la radio, mais qu'il y ait quelques titres de plus. C'est pas une grande révolution, mais en tout cas, ça permet de continuer à soutenir des artistes en émergence, des jeunes, et à renouveler les talents. Et moi, j'y suis très attachée. Le financement de l'audiovisuel public, vous avez repoussé l'idée de la pub, du retour de la pub après 20 heures. Pour quelle raison? C'était pas un impôt en plus? Vous savez, moi j'avais été très claire il y a 6 mois lorsque j'avais tracé les grandes orientations de l'audiovisuel public du point de vue de l'État actionnaire et au nom des Français, puisque ce sont quand même les Français qui financent l'audiovisuel public. Et j'avais dit que je n'étais pas favorable, mais de la même façon que Michel Sapin et Emmanuel Macron, les ministres des Finances et de l'Économie, qui sont aussi la tutelle de France Télévisions, avaient dit qu'ils souhaitaient consolider le financement de France Télévisions, mais ne pas apporter le retour de la publicité. Pourquoi est-ce important? Parce que moi je considère que ce qui est surtout nécessaire à France Télévisions, c'est qu'il y ait des ressources stables, pérennes et qui ne varient pas dans le temps. Les ressources publicitaires, vous le savez bien en ce moment, ne sont pas très stables. Le marché publicitaire ne va pas très très bien. Elles sont plutôt décroissantes. Et moi, je préfère assurer à France Télévisions une recette stable et prévisible. De quelle façon? C'est le cas aujourd'hui avec à la fois la redevance et la contribution des fournisseurs d'accès à Internet, qui est une contribution qui existait déjà avant. Mais c'est une ressource qui est stable et dont on peut prévoir le montant. Avec la publicité, on n'est pas assuré du montant. Est-ce que cette contribution des fournisseurs, elle ira directement dans les caisses de l'audiovisuel public? Absolument, et c'est ça la grande nouveauté, parce que lorsqu'elle a été mise en place par la précédente majorité, elle avait été mise en place pour compenser la disparition de la publicité qui avait été un peu mal préparée. On ne savait pas trop comment on allait financer le manque à gagner pour France Télévisions. Donc elle avait été mise en place, mais pas affectée à l'audiovisuel public, ce qui était un peu paradoxal, parce que si elle était là pour compenser la disparition de la publicité, il aurait fallu l'affecter à France Télévisions. Ça n'avait pas été le cas. Donc moi, c'est ce que je fais à partir de cette année. C'est une recette qui est extrêmement sûre pour France Télévisions, et c'est ça qui me paraît important. Je crois qu'on ne peut pas demander toujours aux Français de compenser les baisses ou l'effort à faire. Je crois qu'il est important qu'on puisse trouver des recettes stables pour l'audiovisuel public. Moi, j'ai une grande ambition. Je sais que Delphine Ernotte, votre nouvelle présidente, a une très forte ambition à la fois pour la fiction, pour la formation, pour l'investigation sur ces antennes. Moi, je la soutiens très, très fortement parce que je crois que l'audiovisuel public a besoin de ce projet mobilisateur et nous y sommes très attachés. Et je ferai en sorte que les ressources soient là, mais que ce soit des ressources stables, pérennes, prévisibles et qu'elles soient solides. Est-ce que vous êtes favorable à une chaîne d'information de service public à côté des chaînes d'information privées? Mais là aussi, je l'avais dit au moment où j'avais rendu mes décisions sur la façon dont je concevais l'audiovisuel public à moyen terme. C'était en tout début d'année. Et effectivement, avoir une vision de service public de l'information me paraissait quelque chose de tout à fait souhaitable. Donc je n'avais pas formalisé exactement sous quelle forme, mais le projet de Delphine Ernotte rentre parfaitement dans le cadre de ce cahier des charges que j'avais en quelque sorte tracé. Donc j'y suis favorable. Je suis prête à aider Delphine Ernotte d'ailleurs à trouver les moyens de cette nouvelle chaîne. Je pense que c'est quelque chose qui peut avoir beaucoup de sens. On voit bien que l'investigation, l'information, je pense, peut gagner à avoir un traitement sur une chaîne de service public. Merci Fleur Pellerin. Merci à vous. William, c'est à vous. Oui, merci beaucoup.